Quand j'ai appris la désignation de monsieur François Bayrou comme Premier ministre, je vous jure que c'est vrai, j'ai explosé de rire. Parce que je n'y croyais pas. Je pensais que c'était une blague de mauvais goût. Je pensais que c'était une fake news, une rumeur, tout sauf la vérité. Tout sauf la vérité, parce que c'est pas possible. François fucking Bayrou, c'est quand même le mec qui est connu pour être le cliché du Playmobil. Ce qu'on appelle un Playmobil, c'est des députés qui sont là à l'Assemblée nationale, qui servent uniquement à lever ou baisser le bras quand il s'agit de voter. Sauf que, même si, pour être tout à fait honnête, faut rendre à César ce qui appartient à César, il y a eu des moments, et je vous ai trouvé des articles, les articles comme ça, franchement, il suffit de se baisser pour les ramasser, hein. Il y en a à l'appel. Des articles qui nous rappellent des moments où François Bayrou, ou les députés du MoDem, Mouvement démocrate, le parti de Bayrou, ou les membres du MoDem ont fait front face à Emmanuel Macron. Ils font partie de la majorité présidentielle de façon officieuse. Mais il y a eu des moments où ils ont fait front contre. Ça a existé, oui, messieurs, dames. On a cet article du HuffPost. François Bayrou est le Premier ministre le plus impopulaire de l'histoire de notre baromètre exclusif. Dans l'histoire du baromètre YouGov, pour le HuffPost, jamais un chef de gouvernement n'avait été mesuré à seulement 13% d'opinion favorable. Ça se passe très mal en termes de popularité. Après, le Premier ministre, son rôle, ce n'est pas d'être populaire. Sauf que le problème, c'est que Macron suit exactement la même tendance. Macron est à 21% de popularité. On va passer au vif du sujet, mais avant ça, si tu aimes bien ce genre de vidéo où je parle d'actualité, il faut que tu le dises à YouTube de façon impérative. Il faut que tu le dises à YouTube que tu aimes bien ce genre de vidéo. Il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton j'aime. Et pour ne rater aucune des vidéos, on parle d'actualité comme ça, de façon tranquille, un peu à chaud. N'hésite pas à t'abonner, c'est le meilleur moyen de n'en rater aucune parce que j'en publie vraiment pas mal ces derniers temps. Alors voilà, on va continuer la lecture de cet article du HuffPost. Ensuite, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles, qui expliqueraient, je suis désolé pour la pub, je vous donnerai quelques explications concernant la désignation de monsieur Bayrou parce que c'est vrai que ça en a étonné énormément de gens. Le fait que Macron n'avait personne d'autre, certes, mais ça n'explique pas tout. Alors, ses détracteurs le taxent d'immobilisme, sa cote de popularité en tout cas fait bien des mouvements mais plutôt vers le bas selon le dernier baromètre réalisé par YouGov. François Bayrou voit sa popularité encore glisser sur le mois écoulé jusqu'à s'effondrer à 13% d'opinion favorable. Un triste record pour le maire de Pau qui fait pire que Manuel Valls et Jean-Marc Ayrault. Le HuffPost le place à 13, BFM TV le place à 17, donc ça nous donne une amplitude de sa popularité. Ouais voilà, il y a déjà les pubs là, ils veulent m'emmener en Espagne. Non merci. Si ses lointains prédécesseurs avaient touché les 14%, il n'avait jamais été mesuré en deçà de ce seuil. Déjà très bas, c'était en janvier et en mars 2014 pour l'ancien maire de Nantes, et en juin, etc. Un camouflé pour François Bayrou qui devient ainsi le Premier ministre le plus impopulaire jamais testé par notre partenaire. Dans le détail, le chef du gouvernement perd 2 points de popularité sur le mois de mai. Un mois marqué notamment par son audition mouvementée, par la commission d'enquête sur le scandale de Betaram et les premières colères sociales qu'il a dû affronter des chauffeurs de taxi aux agriculteurs. Donc voilà, on nous dit qu'il dégringole, alors que à côté de ça, il y en a certains comme Bruno Retailleau, même Darmanin, qui sont en hausse de popularité. On a ici Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. C'est marrant de tomber sur des fautes comme ça, à croire qu'il n'y a personne qui relit derrière. Le ministre de l'Intérieur, fraîchement élu président des Républicains, poursuit son ascension. Il gagne ainsi 9 points, 34% d'opinion favorable entre décembre, avant sa nomination. Non mais, c'est pas possible. Le HuffPost, qu'est-ce que vous faites ? Là, vous oubliez un espace. Là, vous me dites intérieur. À moins que ça soit une blague nulle, bourgeoise, que je comprends pas, franchement... Alors ce mois-ci, voilà, 34% d'opinion favorable. Le ministre de l'Intérieur profite de la stagnation d'Édouard Philippe, lui qui était pourtant au coude à coude avec Marine Le Pen et Jordan Bardella en mars dernier. Non mais c'est pas possible, il y a encore un espace qui manque. Non mais vous le faites exprès. Vous le faites exprès pour m'énerver, c'est pas possible. Alors... Seule autre consolation pour le Premier ministre, il n'est pas le seul à voir sa popularité reculer. Macron perd ce mois-ci un petit point et voit sa cote de popularité se stabiliser, pas très loin de son score plancher à 18%, son record d'impopularité étant 17%. D'après BFM TV et CNews, il est à 21% de popularité en ce moment, et pendant les Gilets jaunes, il était à 20%. Donc en fait, Macron n'est pas loin, il est vraiment sur la dégringolade. Par contre, attention, quand on parle de popularité, c'est pas la même chose que quand on parle de sondage et c'est pas du tout la même chose quand on parle de résultats électoraux.
le fait que Macron, même si Macron était à 5% d'impopularité, ça ne changerait rien, puisque les gens, ils n'ont pas voté Macron, les gens ont juste voté pas Le Pen. Et au moment des élections législatives, c'était encore plus le cas, puisqu'on avait des gens comme Bruno Attal, comme Gabriel Attal, comme Édouard Philippe, qui disaient activement de voter pour des candidats qui étaient de gauche, voire communistes, LFI, écolo, etc., etc., pour éviter qu'il y ait un candidat du Rassemblement national qui l'emporte. Donc voilà, on a les gens, j'ai l'impression que tout tourne autour du Rassemblement national, même quand je décrypte, l'autre fois je vous avais parlé de la droite, même quand j'essaie de décrypter de façon en sortant un petit peu, j'y arrive pas parce que tout tourne autour du Rassemblement national. La problématique pour la droite et pour le centre, c'est de choisir un candidat. Il y en a de plus en plus qui parlent de primaire de la droite, donc qui rassemblerait des gens de la Macronie à Bruno Retailleau ou Darmanin, sauf que on parle de plus en plus d'une primaire ouverte. Primaire ouverte, ça veut dire concrètement Bayrou, Zemmour. Voilà. Ce qui ne changerait rien, ce qui serait un calque, une copie carbone, on va dire, de ce qui se passe au moment des élections, c'est-à-dire le camp centriste contre le camp nationaliste, à chaque fois. S'il y a une primaire ouverte, ça m'étonnerait que le Rassemblement national envoie un candidat. Franchement, ça m'étonnerait. Même Éric Ciotti, je ne pense pas qu'il serait assez stupide pour le faire. Je dis pas que pour participer à la primaire ouverte d'une potentielle... pour participer à une potentielle primaire de la droite, il faut être stupide. Non, c'est juste que Ciotti, c'est la meilleure façon de se faire humilier s'il y va. Parce que c'est en gros, il s'embarque dans un plébiscite en sa défaveur qui est en sa défaveur de base. Du coup, ça serait vraiment, vraiment débile de sa part de le faire. Donc voilà, tout tourne autour du RN. J'ai vraiment l'impression, puisque les gens, je le sens vraiment. Hein, vu que moi, sur ma chaîne, je commente la vie politique, je le sens vraiment. Tout le monde est sur le qui-vive. Tout le monde est sur le qui-vive par rapport à ce qui va se passer en 2027 et ça va être très, très intéressant. Je pense que... Alors, il faut se méfier. Il faut se méfier de ce qu'on voit sur les sondages. Il faut se méfier de tout ce qui est code de popularité. Parce que ça dépend de la question qui est posée. On pourra peut-être le voir après. Ça dépend de la question qui est posée. Ça dépend à qui on pose la question. Ça dépend à quel moment. Je vous rappelle qu'il suffit qu'il y ait une guerre qui se déclenche et les résultats changent de façon drastique. Ça dépend de vraiment plein de choses. Mais du coup... les sondages ne sont pas la même chose que les sondages de popularité, qui ne sont pas la même chose que les résultats. Il faut se méfier. Par contre, en disant ça, je prépare ce que je dis, en disant ça, il est tout à fait possible que Bruno Retailleau se présente, vu qu'il fait partie des personnalités politiques les plus populaires, arrangé avec Marine Le Pen et Bardella. Il fait partie vraiment des personnalités politiques les plus populaires, donc ça m'étonnerait qu'il ne se présente pas. En tout cas, s'il se présente à une primaire à droite, je pense que c'est dans la poche, hein. Bruno Retailleau, qui est actuellement ministre de l'Intérieur, s'il se présente à une primaire de la droite, il gagne à tous les coups, parce que ça dépend après ça dépend ceux qui vont voter, pourquoi est-ce qu'ils votent. Est-ce qu'ils votent pour vraiment avoir quelqu'un de droite, ou alors est-ce qu'ils vont voter pour éviter Le Pen, Bardella plutôt, parce que Marine Le Pen ne pourra pas se présenter en 2027. Ça dépend pourquoi ils votent, mais je pense qu'il y a sérieusement moyen. Je ne vois pas pourquoi... dans quel scénario Bardella l'emporterait face à Retailleau si Retailleau continue. Le profil de Retailleau est très très intéressant parce qu'il est ministre de l'Intérieur et il continue, il est de plus en plus populaire. Je n'ai jamais vu ça. Peut-être Sarkozy. Sarkozy, il y avait tout un contexte sécuritaire qui expliquait son succès. Il y avait tout un contexte, il y avait plein de choses qui expliquaient son succès. Il y avait aussi le fait qu'on était... Même si on était sur un essoufflement, on était quand même en plein dans le bipartisme UMP-PS. C'est cette époque un peu bizarre où la France a failli finir comme les États-Unis. Donc, je n'ai jamais vu ça. Franchement, en général, le ministre de l'Intérieur, il est là pour devenir impopulaire après. Il est là pour être envoyé au casse-pipe. Ce que Macron a fait de façon très très généreuse avec Gérald Darmanin. Alors... c'est le symbole d'une longue et continue descente aux enfers pour l'exécutif qui n'arrive à convaincre plus qu'à la marge. Ironie de l'histoire, Emmanuel Macron affichait un score bien plus conséquent il y a un an, avec 24% d'opinion favorable. Et pourtant, il venait d'annoncer la dissolution de l'Assemblée, alors pourtant massivement condamné dans l'opinion, preuve que c'est bien ce qu'il en a fait depuis qu'il nourrit son impopularité, laquelle devient désormais chronique. Franchement, je sais pas, je ne pense pas. Je pense que Macron est impopulaire, déjà... Pour moi, une des choses qui a précipité l'impopularité de Macron, c'est clairement le fait d'avoir désigné François Bayrou.
parce que ça donne vraiment l'image de quelqu'un qui s'en fiche, le fait d'avoir désigné Bayrou. Par contre, pourquoi est-ce qu'il aurait... alors, on finit ce paragraphe quand même. L'enquête a été réalisée sur 1005 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne sur le panel propriétaire YouGov France du 3 au 5 juin 2025. Se méfier des sondages comme ça, surtout en ligne, ça me paraît pas trop fiable, mais en fait, à la limite, on s'en moque. Mais ce qui me préoccupe, c'est le fait que ça a été fait auprès de 1000 personnes. Ce n'est rien du tout. Pour moi, c'est pas représentatif. Pour moi, un pays comme la France, il faut au moins 10 000 personnes pour que ça soit représentatif. Voilà. La représentativité, c'est simple. C'est en gros, t'as un groupe, mettons, 70 millions de personnes. Si tu prends 10 000 personnes et que tu leur poses une question, et qu'ensuite tu poses la même question aux 70 millions de personnes, il y aura plus ou moins les mêmes réponses avec une marge d'erreur qui est négligeable. Ça, c'est la représentativité quand on parle de sondage. Les sondages les plus fiables, en général, c'est ceux qui sont aux alentours de 10 000. Sauf que les sondages, ils ont beau être sur des populations représentatives, ils ont beau avoir une méthodologie nickel, ils se trompent tout le temps. Ils se sont trompés à chaque fois. Et le plus drôle, c'est que non seulement ils se trompent, mais en plus, ils nous donnent des résultats, mais rocambolesques. La dernière fois, en 2022, Zemmour était entre 4 et 30%. C'était ça. Des sondages qui te disent que quelqu'un est entre 4 et 30%, c'est des sondages qui servent à rien. Ça ne veut absolument rien dire. Alors, je vous propose de passer à un autre article. Il est très important de rappeler que Bayrou et Macron ne sont pas exactement ce qu'on pourrait qualifier de meilleurs amis du monde. Même si Bayrou cache bien son jeu, il montre systématiquement qu'il est derrière Macron. Sauf qu'en fait, quand on se penche un petit peu sur la réalité de la vie politique à l'Assemblée nationale, et même peut-être des fois au Sénat, même si le poids du MoDem au Sénat est négligeable comparé à son poids à l'Assemblée, voilà, il s'est passé quand même des choses. On a cet article de France Info qui nous dit « Les 7 années écoulées sont loin d'avoir été un long fleuve tranquille entre les deux hommes et leurs troupes. Réforme des retraites, projet de loi immigration ou encore remaniements gouvernementaux, à intervalles réguliers, le Béarnais et les députés MoDem ont fait entendre leur voix et parfois envoyé des critiques féroces contre la Macronie. En février, François Bayrou n'avait ainsi pas 2 mois assez durs pour dénoncer en pleine constitution du gouvernement de Gabriel Attal la dérive vers une technocratie gestionnaire d'un exécutif qu'il avait refusé d'intégrer. Il veut être Premier ministre bis, voire président bis. C'est vraiment boutiqué, taclé à l'époque, un collaborateur macroniste. En septembre, lors de la formation du gouvernement de Michel Barnier, rebelote, les troupes du MoDem font grise mine, ils font leur coup habituel, ils veulent des postes en plus, soupire un cadre de renaissance. Je pense que c'est pas exactement ça l'attitude des démocrates du MoDem, l'attitude des centristes du MoDem, c'est qu'ils ne veulent pas perdre la face. En fait, ils sont en train de jongler, enfin ils sont le derrière entre deux chaises, entre on suit ce que dit Macron, ce que dit la Macronie, ce que dit le camp centriste qui existe, je maintiens qu'il existe un camp centriste aujourd'hui en France, et à côté de ça, ils veulent continuer à exister en tant que parti. Parce que ce que représente Bayrou, on va dire ce vieux centre, même si ça fait un peu abus de langage de parler de ça, mais en fait ils étaient là avant Macron. Ils étaient là avant Macron. Macron n'a pas inventé tout un tas de choses auxquelles on l'associe. Il y avait cette partie centriste qui était là et ils ont plutôt bien négocié le virage avec Macron pour le coup. En fait, quand Macron est arrivé, c'était un coup de maillet sur la vie politique française. Les centristes l'ont plutôt bien géré, tout simplement ils se sont ralliés à lui. Ils savaient, je pense Bayrou savait très bien que Macron, on allait en parler pendant des années et des années. Et je pense que Bayrou, après les résultats de 2022, il savait très bien que Macron allait être réélu en 2022. Par contre, pourquoi est-ce que ils ont... Enfin, je vous ai montré cet article qui est... Je vous rappelle le titre de cet article. Ça va mal se passer entre François Bayrou et Emmanuel Macron, une forme de cohabitation qui ne dit pas son nom. Je suis profondément en désaccord, ce n'est pas une cohabitation. Une cohabitation, c'est UMPPS. Une potentielle cohabitation, ça aurait été Macron-Bardella. Ça aurait été Macron-Mélenchon. Sauf que là, ce n'est pas du tout une cohabitation. Non, ils sont dans le même camp. Ils sont dans ce qu'on appelle, de façon très large, de façon généreuse, la majorité présidentielle. Sauf que je vous ai montré cet article pour vous montrer, et les articles comme ça, il y en a d'autres. Hein. Il y a celui-là que j'ai trouvé à la Dépêche,
Nouveau gouvernement, bras d'honneur, insulte François Bayrou et le Modem en colère contre Emmanuel Macron. Il y a eu des moments comme ça, il y a eu plein de moments pendant le Covid où c'était la même chose. Ils sont complètement faux à l'Elysée, ça va péter l'incroyable matinée où Bayrou a fait plier Macron, c'est l'article du Parisien. Voilà, je pourrais continuer à la faire défiler pendant des heures. Bayrou et Macron, ce ne sont pas, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas vraiment exactement de meilleurs amis. Ils sont en désaccord sur plein de choses. Du coup, pourquoi est-ce que Macron, là, a pris ce risque ? Pour moi, c'est un pari qui a foiré, le fait d'avoir Bayrou. Pourquoi est-ce qu'il a pris ce risque ? Tout simplement pour consolider sa majorité. Consolider la majorité et rassurer le camp centriste. Je pense que le camp centriste, à l'Assemblée nationale, et aussi dans les autres institutions, et en tant que groupe national, ils ont besoin qu'on les rassure, parce que à n'importe quel moment, ils risquent d'imploser. Il risque de se passer quelque chose, comme il s'est passé avec Éric Ciotti, qui a complètement divisé la droite LR. Même si, d'après moi... ceux qui sont restés dans le LR classique, je vous rappelle que c'est une crise qui a seulement été résolue à partir du moment où Ciotti a accepté de démissionner. Ceux qui sont restés, en tout cas, il y a une fenêtre ouverte. Au moins, ils ont pu consolider leur position partisane, idéologique, on reviendra là-dessus, parce qu'ils souffrent toujours de la présence de Macron, idéologiquement. Sauf qu'en termes partisans, ça a été plutôt bien géré. Ceux qui sont restés... Ils étaient moins nombreux qu'escompté, mais au moins, de façon partisane, on est clair. Voilà, dans la position par rapport au Rassemblement national. Du coup, pour revenir au camp centriste, disons qu'il y a vraiment un risque que ça explose. Il y a un risque que ça explose parce qu'on a quand même des ténors qui étaient là avant Macron. On a des gens qui, au niveau de la tendance, ne se rallient pas du tout à Macron, mais ils sont là pour soutenir, pour dire la majorité présidentielle... pour faire figure, pour être des figurants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mous du genou. Désolé de le dire de façon vulgaire, ce sont des mous du genou. C'est des gens qui sont centristes, en fait. C'est des centristes, c'est des radicaux de la 4ème République. Voilà. C'est des gens du centre qui sont là pour incarner le centre et dire oui, on est pour le juste milieu, la République, la démocratie, machin truc. Une autre raison pour laquelle Macron a choisi Bayrou, c'est de pouvoir le contrôler. Parce qu'il n'est pas controversé du tout. Et Bayrou... voue une certaine admiration à Macron, certes, je le reconnais, sauf que des fois, il donne des signes avant-coureurs d'un Trotsky-Staline. Je suis désolé, je sais que c'est irrespectueux je sais que c'est très irrespectueux comme analogie, mais il donnait des fois l'idée de celui qui allait petit à petit se séparer du chef. Sans parler d'un potentiel contre-pouvoir centriste, parce que dans le camp centriste, il n'y a pas de contre-pouvoir. Il y a juste un mec qui guide et les autres qui sont là pour être... Il y a un guide et il y a des figurants. Voilà, le camp centriste, c'est ça. De façon vulgaire. Sauf que, même s'ils sont loin de potentiellement former un contre-pouvoir, les centristes sont quand même là. Et je pense que Macron voulait rassurer, consolider sa majorité. Non seulement rassurer en disant, regardez, on est là, on est ensemble... Petite parenthèse, je sais pas exactement ce qui s'est passé dans les discussions entre Bayrou et Macron, mais Bayrou de base il voulait pas être Premier ministre. Je sais pas ce qu'il lui a dit pour le convaincre, mais je serais très très intéressé de savoir. S'il y en a qui ont des sources là-dessus, je veux bien. Donc c'est à la fois pour consolider sa majorité, 2 ans avant les élections, enfin 3 ans parce que c'était l'année dernière, 3 ans à peu près, 2-3 ans avant les élections, c'est parfaitement opportun. Si vous pensez que Macron va abandonner le contrôle qu'il a sur le camp centriste après 2027, même s'il ne peut pas être réélu, franchement, vous vous méprenez très lourdement. Je pense qu'il va continuer à exercer une certaine influence. Donc, c'est pour consolider sa majorité, mais de l'autre côté, pour contrôler de potentiels centristes dissidents. Parce que, même si ce sont des Playmobil, même si ce sont des mous du genou, on va dire, même si c'est des gens qui sont les politiciens les moins controversés enfin en tout cas qui sont le moins sujets à controverse, qui sont les moins sulfureux, qui s'expriment le moins, enfin on les entend jamais les gens du Modem, à part à l'occasion d'élections locales, eh bien on va dire que le plus dissident, il lui a mis une laisse. Voilà, c'est pour ça qu'il l'avait choisi comme Premier ministre. Je pense, ce sont des suppositions, peut-être que je me trompe. En tout cas, à part ça, stratégiquement, je pense que c'est un peu raté, parce qu'il y a de plus en plus de figures centristes qui émergent. Édouard Philippe, par exemple. On verra ce qui va se passer en 2027. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut!